Cette semaine, au balado, on parle de la vie et de l'œuvre du philosophe Thomas de Coninck avec Louis-André Richard. Et on parle de laïcité dans le contexte de nos sociétés pluralistes avec la directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, Alexandrina Diac. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie pour la première fois de Louis-André Richard, philosophe et auteur. Louis-André, bonjour. Bonjour. Louis-André Richard est professeur de philosophie pendant une carrière complète au Cégep Sainte-Foy, donc il y a vraiment beaucoup de bagages d'enseignement derrière vous. Hey, c'est Et pas nous sommes terminé, réunis hein? pour ben non, pas de c'est pas c'est ça ça ne finit jamais et c'est justement une belle introduction par rapport peut-être à une personne qui a été un modèle, pour vous, qui nous a quittés, malheureusement, récemment, le professeur à l'Université Laval et philosophe Thomas de Coninck, qui est décédé, malheureusement. Mais je l'ai eu, et là je lis c'est ce qu'on lit dans votre texte que vous avez publié dans la revue Oui, ah oui. Communio, la plus récente édition de cette revue très, très importante à la riche histoire. Mais parlez-nous d'abord, peut-être avant d'entrer dans votre texte et votre hommage, Louis-André Richard, parlez-nous un peu comment avez-vous rencontré le philosophe Thomas de Coninck et parlez-nous un peu de la nature de votre relation. C'est une relation qui remonte au début des années 80, ce qui ne me rajeunit pas, nécessairement. Mais c'était le début de mes études de baccalauréat en philosophie à l'Université Laval, puis c'est carrément dans ce contexte-là que j'ai rencontré Thomas de Coninck, qui a été mon professeur, pendant toutes ces années. Après, le bac, j'ai entrepris, des études de maîtrise, et encore une fois, c'était lui qui était le directeur de recherche, si je peux parler ainsi. Et après, bien, on a gardé un lien très étroit. Euh, Dire qu'on est devenus amis, c'est arrivé plus tard parce que j'ai, d'ailleurs, même jusqu'à sa mort, je l'ai toujours vouvoyé, alors qu'on était vraiment très, très proches, mais je n'ai j'ai jamais été capable de dire je vais passer au tutoiement pour vous donner un peu le ton. Mais on était de très grands amis. Je lui dois énormément. Entre la maîtrise et le doctorat, parce que j'ai fait mes études doctorales sur le tard, sur le très tard même. J'ai soutenu ma thèse en 2016. Et c'est lui qui a été mon directeur de thèse, qui a eu aussi le discernement de choisir les juges qui allaient m'accompagner dans ce long travail de recherche. Mais entre cette période de rédaction de la thèse de doctorat, la fin de la maîtrise, il s'est écoulé beaucoup, beaucoup d'années. Mais je témoigne d'entrée de jeu que je lui dois non seulement d'avoir été un professeur hors pair pendant qu'il m'enseignait, mais d'avoir été un passeur de rencontres. Il m'a permis de rencontrer des philosophes, des littéraires, des intellectuels français avec lesquels il y avait beaucoup de proximité et je lui dois énormément. C'était un homme qui permettait de cultiver les rencontres, qui avait ce don de fédérer les rencontres. Et voilà un peu le contexte dans lequel, alors, au fur et à mesure que nous avons vieilli, eh bien, cette relation élève, prof-étudiant, c'est muet en collègue et puis surtout, encore une fois, en passeur de sagesse à travers les rencontres qu'il a permis de susciter. Mmh. Parce que, bon, c'est ça, votre texte, bon, parle de cette relation, des banquets où vous avez pu rencontrer des grandes figures intellectuelles, nommé Louis Bouilhet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un grand liturgiste oratorien qui a vraiment été très, très influent, bon, au niveau de la pensée, dans ce cas-ci, de l'Église catholique, mais on peut penser sans tous les nommer, mais une des figures qui le représente selon vous, c'est celle de Socrate, finalement. Pourquoi est-ce que, quel élément dans cette vision de la personne de Socrate, de Platon, des Grecs en général, pourquoi est-ce que c'est véritablement Socrate qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez voulu synthétiser un peu l'œuvre et la vie de Thomas de Coninck? En fait, je verrais
Il y a 2 raisons pour répondre adéquatement à votre question. Bon, la première, c'est une raison pédagogique. Je pense que Thomas de Coninck a incarné une transmission de la philosophie en mode socratique. Il a fait de la philosophie, de l'enseignement de la philosophie, toujours une tentative de conversation, avec toujours aussi en arrière-plan le désir d'éveiller nos esprits. Et j'ai eu la chance d'aller à ses funérailles et on voyait bien là, la foule immense de gens qui étaient redevables à cette méthode d'enseignement. Euh, il n'imposait pas de réponse, si je puis dire, mais il questionnait toujours. Et il y avait ce don de faire ressortir, je dirais, le meilleur de ceux avec qui il s'entretenait. Alors, il y a quelque chose de maïeutique là-dedans, une façon de suggérer qu'il accouchait les esprits, mais ça, on sentait que c'était son âme pédagogique. C'est ça qui l'animait le plus. L'autre raison, c'est une raison, je dirais, un peu plus doctrinale, c'est que le lien avec Socrate, c'est le lien avec toute la culture grecque. Et Alexis de Tocqueville disait que dans la démocratie en Amérique, il disait il faut lire la littérature ancienne. Il pensait entre autres au grec et au latin. Il disait il faut lire cette littérature non pas parce que c'est nécessairement euh, toujours la plus belle, pas nécessairement, mais la plus importante pour, je dirais, rétablir le ballon d'un bateau qui penche toujours du même bord. Alors, il disait lire les Grecs, apprendre le latin, c'est une façon de, surtout quand la modernité nous amène sur des pistes qui sont assez éloignées, je dirais, de la culture d'origine, ben, remonter aux origines, ça permet à la personne qui fait ça de rétablir le ballon. Et je pense qu'il avait, Thomas de Coninck, un amour indéfectible pour la culture grecque, les Grecs d'abord, disait-il parfois. Et, euh, c'est l'autre raison, je pense, qui fait en sorte que Socrate vient en premier lieu. Mais en même temps, Socrate, c'est Platon, c'est Aristote après. Donc, il y avait beaucoup cet attachement particulier pour la culture grecque et latine. Ceci dit, oui. C'est un, Oui. c'est un attachement aussi qui peut-être, disons, apparaît, bon, pour quelqu'un de non initié à la domaine de la philosophie, apparaît évident, puisque c'est les grandes figures connues de tous, Aristote, Socrate, Platon et compagnie, lorsqu'on pense à la philosophie. Mais dans le contexte bon, académique et tout ça, ce qu'on appelle les modernes, c'est ceux aussi qui suivent, bon, disons, à partir de Descartes, disons ça comme ça, sont ceux qui sont vus comme, disons, la référence, ou disons, et des fois, on essaie de tirer le trait et ce qui peut amener, ce qui peut amener certains contextes à une disqualification des Grecs, puisqu'on dit, bah, ben, ils sont tellement Ouais, loin, ouais. ils n'ont plus rien à nous dire et tout ça. Il y a quand même eu, et là, cette vision-là de réduire la philosophie à la philosophie moderne, c'est quelque chose que les cercles académiques ont toujours, bon, c'est une tendance qui est là. Comment est-ce que vous interprétez un peu cette résistance des philosophes comme Thomas de Coninck, et peut-être vous, et peut-être moi, Ouais, ouais. à cette tentation de réduire l'histoire de la philosophie à la Bon, modernité? si je réponds à travers ma connaissance de Thomas de Coninck, je dirais que, bon, ben, je dirais pour Thomas de Coninck, c'est vrai pour moi, puis sans doute pour vous aussi, c'est que l'esprit de résistance, je dirais, il vient comme un effet de l'amour de la vérité. C'est parce qu'on cherche le vrai, qu'on le cherche honnêtement, que assez naturellement, on va aller puiser aux sources qui sont vraiment, pour des raisons de mode, parfois disqualifiées. Mais ça a pour effet que l'élève, l'étudiant ou l'interlocuteur avec qui on discute ne va pas se sentir, je dirais, menacé ou qu'on l'amène sur un territoire d'une culture complètement obsolète. Non, ça ne s'est jamais présenté comme ça. Puis moi, mon expérience de l'enseignement de la philosophie classique, j'ai jamais été confronté à un rejet parce que ça anime ma manière d'enseigner. Puis là, je vais faire tout de suite un lien avec Thomas de Coninck parce que
il connaissait mieux que personne les Grecs et les Latins, mais moi, vous dire, du point de vue de la connaissance de la culture générale et particulièrement la culture moderne, il était difficile à tasser. Là. Donc, de telle sorte À que, côté à aussi, côté, on oui, on se rappelle son ben bureau, oui, par exemple, son bureau, lorsqu'on rentrait, il y avait des livres presque jusqu'au oui. plafond, là. La bibliothèque, ça débordait. Mais puis, comme il y avait cette culture des modernes, puis une culture aussi beaucoup plus large qui embrassait toute la littérature, il avait une connaissance de Shakespeare absolument hallucinante. Ben, tout ça, ça devenait des passerelles. Évidemment, même quand on lit Descartes, c'est facile, quand on connaît les classiques, de montrer à partir de Descartes comment il y a du Saint-Augustin là-dedans, comment il y a du Platon là-dedans aussi. Dostoïevski, c'est pareil. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'empêchement pour Thomas de Coninck de partir de n'importe quelle œuvre plus contemporaine, puis de remonter le fil d'Ariane qui l'amenait jusqu'à Platon. Puis on était bien avec Platon. De telle sorte que je pense que ça fait partie de sa pédagogie aussi. Puis je le redis parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est l'amour de la vérité. Si je peux me permettre, j'ai un souvenir d'une rencontre qui a changé ma vie il y a quelques années, alors que j'entrais en contact avec un philosophe parisien qui s'appelle Jean-François Bronstein, qui a enseigné à la Sorbonne et qui est juif d'origine et athée de génération en génération. Je le dis parce que je suis catholique et que nous sommes d'horizons très différents, mais pour faire ça très court, il a écrit un livre que j'aurais aimé écrire, où il fait un peu la critique des origines du mouvement trans, des origines de la relation avec les animaux et avec l'euthanasie. Et nous nous sommes rencontrés, nous sommes devenus amis très rapidement. Puis je me souviens qu'on s'était dit, l'un et l'autre, il y a des terrains sur lesquels on sait qu'on ne s'entendra pas d'emblée, mais il y a tellement de choses qu'on partage, de recherche en commun, que cet amour du vrai transcende toutes les autres options qui pourraient nous éloigner. Et puis, et je donne ça en exemple parce que Thomas de Coninck avait cette qualité, mais je tiens très fort à ça, puis je pense que c'est vrai pour tout apprenti philosophe, cette recherche de la vérité ne connaît pas de frontières. Et ça permet même aussi de bien d'établir certains principes sur lesquels, par exemple, on peut dire, ben là-dessus, on ne se rejoindra pas, mais si on ne se rejoint pas ultimement, on a plein de raisons de partager la recherche en commun. Justement, pour des étudiants comme nous avons été à l'Université Laval, bah, je ne sais pas si, bon, une des particularités, c'était d'étudier dans un souvent, pas, dans un pavillon qui, portait le nom de Charles de Coninck et donc, on étudiait avec Thomas de Coninck dans un pavillon portant le nom de son père, finalement. Mhm. Quelle est l'influence, selon vous, de Charles de Coninck, et dans, on pourrait dire dans l'œuvre et la vie de Thomas de Coninck, les 2 étant en philosophe, est-ce qu'il y avait quels sont les liens de continuité, s'il y en a, et peut-être qu'est-ce qui les distingue selon vous? Ah, c'est une question difficile dans le sens où Charles de Coninck, d'abord, Charles de Coninck est un monument pour la culture québécoise. Ça va être reconnu par tout le monde. C'est pas juste parce que c'est son nom qui est sur le pavillon. Mais c'est un philosophe belge qui est venu à l'Université Laval et qui a vraiment eu cette influence. Quand on parle des points communs, là, ce que j'ai dit tout à l'heure autour du fait que son fils Thomas est un passeur pour rencontrer des gens importants, ben, Charles de Coninck, c'était vraiment pour le Québec le passeur tout premier. Il a contribué aussi à l'émancipation, si je puis dire ainsi, de la philosophie thomiste au point de départ. Il était même un des fondateurs, je dirais peut-être pas ça, je suis pas sûr de ce que je dis, mais au moins un grand collaborateur de Radio Vatican, avec cette idée de diffuser la culture générale. Donc, voilà pour cet homme remarquable, dont l'œuvre d'ailleurs a été rééditée assez récemment. C'est une œuvre très conséquente et très importante. Je dis ça d'entrée de jeu parce que Thomas est l'aîné d'une famille de 11 enfants. C'est le plus vieux. C'est celui qui a repris le flambeau de l'enseignement de la philosophie. Il faut savoir que toute la famille de Coninck, pardon, ou peu s'en vaut, ce sont tous des intellectuels de très haut niveau. Donc, il y a une transmission à ce niveau-là. Mais le seul
est allé directement du côté de la philosophie, c'est Thomas. Je le dis parce que j'ai toujours eu l'impression, surtout quand il était plus jeune, que c'était des chaussures difficiles à porter là, quand on est l'aîné d'un père avec autant de prestige. Mais je le dis avec d'autant plus de gratitude et de reconnaissance que parmi tous les professeurs que j'ai eus, c'est un de ceux qui, comme on va dire, un de ceux qui a le mieux vieilli, qui s'est épanoui de façon spectaculaire. Et ce rayonnement dont je témoignais tout à l'heure, ben, je l'ai vu s'accroître d'année en année. Alors voilà. Pour ce qui est de l'héritage personnel, bien évidemment, il était dans la même foulée que celle de son père, bien entendu. Encore que la faculté de philosophie de l'Université Laval, qui était une faculté pontificale, a perdu ce statut. Et puis, ben, d'un point de vue culturel, je dirais les professeurs qui ont été engagés par la suite ont façonné un nouveau visage à la faculté. Et bon, Thomas, Ou peut-être succomber à la tentation qu'on a nommée un peu plus tôt et ça, ben, c'est mes paroles. Je voulais les mettre pas dans votre non, non, bouche, mais mais c'est peut-être, moi, c'est est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que Thomas de Coninck est un thomiste comme son père ou un aristotélicien? Est-ce qu'il y a une catégorie dans laquelle on pourrait le loger, ben, selon c'est-à-dire vous? qu'on peut facilement le loger à l'enseigne de l'aristotéco-thomisme, mais il s'est bien adapté, je dirais, là, aux circonstances des différentes mutations que la faculté a connues. Puis je le dis avec, c'est assez cohérent avec ce que je disais précédemment. Il y avait un tel respect des personnes que, ben, que il s'est toujours arrangé pour, encore une fois, faire sortir le meilleur de ceux qu'il rencontrait, de telle sorte qu'il s'adaptait aux personnes rencontrées pour les prendre là puis les amener ailleurs. Mais des fois, le ailleurs n'allait pas nécessairement très profondément dans la ligne de l'héritage du père, mais bon, ben, c'est peut-être mieux ça que d'avoir une attitude trop cassante puis finalement ne pouvoir rien faire d'autre. Alors, c'est un peu comme ça que je le définirais. Voilà. Louis-André Richard, vous êtes bon, aussi un lecteur de Thomas de Coninck puisqu'il était un philosophe écrivain. Il nous laisse une belle œuvre dont De la dignité humaine, publiée aux presses universitaires de France, qui a même aussi des livres sur bon, le savoir, de la nouvelle ignorance. Et bon, donc on voit qu'il est également un auteur qu'on peut découvrir ou redécouvrir. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise les différents livres publiés par Thomas de Coninck? Alors, vous avez nommé les 2 principaux ouvrages, La nouvelle ignorance et puis, De la dignité humaine. Pour ce qui est de La nouvelle ignorance, c'est un essai assez intéressant, mais je dirais un peu éclectique, là. Des fois, on perd le fil un petit peu, mais il y avait intention de dénoncer les nouvelles formes, je dirais, d'opinions qui habitent nos cavernes contemporaines, opinions, sont rarement fondées, donc d'où l'idée d'une nouvelle ignorance, d'une espèce de double ignorance. Je le souligne parce qu'il emprunte ça, bien entendu, à Socrate et à Platon. Son ouvrage sur la dignité, La double ignorance étant ne pas savoir qu'on ne sait pas finalement. oui, c'est Mhm. vrai, ne pas savoir qu'on ne sait pas. Et c'est une ignorance qui n'a d'objet que par rapport à tout ce qui relève de l'éthique et du politique. On est facilement, simplement ignorant. Par exemple, dans l'art de piloter des avions, moi, je sais que je ne sais pas, donc je ne vais pas me risquer. Mais mon opinion, les opinions que les gens véhiculent sur la justice, sur l'amour, sur le bien commun, ben, tout ça, pour Platon, ça porte l'empreinte d'une ignorance qui s'ignore. Et pour en faire la preuve, ben, il faut se confronter au dialogue socratique et puis se rendre compte que finalement, on a de belles grandes idées, mais qui ne sont pas bien fondées. Alors, pour ce qui est de l'ouvrage sur la dignité, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, cette réflexion sur la dignité humaine a amené Thomas de Coninck à s'intéresser aux différents enjeux sociaux actuels concernant le respect de la dignité. Dans cet ouvrage-là, ce qu'il établit très bien, entre autres choses, c'est la distinction entre ce qu'on peut appeler la dignité ontologique et puis la dignité subjective. Il a travaillé très fort, puis ça a été retenu souvent quand on revient sur son œuvre et sa pensée. C'est une distinction qui revient presque toujours, à chaque fois. Bien montrer que nous sommes dignes, disait-il, et je partage ça avec lui, nous sommes dignes de manière essentielle, c'est dans notre humanité d'être porteur d'une valeur indélébile, puis qui ne connaît pas de changement, qu'on soit tout petit jusqu'au moment de notre mort.
Tandis que ce qu'on appelle la dignité subjective, ben je dirais, la qualité subjective qu'on décide d'attribuer, par exemple, aux dignitaires. Les dignitaires, ce sont des personnes à qui on va conférer un statut particulier. Mais c'est au nom d'une convention qui se rattache à un statut. Et puis voilà, mais là, à ce moment-là, ça devient la dignité subjective, c'est quelque chose de très relatif, euh, touchant les enjeux de début ou de fin de vie. Ben là, généralement, il y a des gens qui vont dire, ah ben oui, mais c'est une question personnelle, la dignité. Thomas Laconinck disait, non, 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 ce n'est pas que, non seulement ce n'est pas que, mais ce n'est pas d'abord cela. Si on est handicapé, on n'est pas moins digne pour autant. Si on est très vieux et malade, on n'est pas moins digne pour autant. Et si on se croit moins digne, on n'est pas moins digne pour autant aussi. Absolument, tout à fait. C'est une excellente remarque, oui, parce que l'image qu'on a de soi-même, euh, ou le jugement qu'on porte sur soi-même, est rarement d'ailleurs un jugement fiable, hein. On a, en tout cas, dans mon expérience de la vie, je dis, je vais parler au jeu là, pour ne pas impacter personne d'autre, mais c'est facile parfois de me voir moi-même d'un œil trop flatteur. Tout comme c'est possible parfois de me dévaluer de manière indue. Et dans les deux cas, c'est faux. Alors, trouver le juste milieu, là, pour avoir cette juste appréciation de ce que nous sommes, puis de fait d'apprécier la dignité qui nous habite, ben, il y a du travail à faire. Mais en tout cas, Thomas de Coninck a fait cette distinction qui est très importante. Distinction qui l'ont, bon, à la fin de sa vie maintenant, on le sait, l'ont peut-être forcé ou disons à s'impliquer politiquement et politiquement au sens, de commissions parlementaires et tout ça, qui ont eu lieu autour de la légalisation, bon, de l'euthanasie ou de l'aide médicale à mourir. Il s'est impliqué justement pour essayer de convaincre ceux qui pouvaient, les hommes et les femmes de bonne volonté, de justement de cette dignité intrinsèque de l'être humain et donc qu'on ne peut pas le réduire. Peu importe, aucune condition ne peut faire en sorte qu'une vie ne puisse pas valoir la peine d'être vécue. Louis-André Richard, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette dernière partie où est-ce qu'il a tenté, encore là par le dialogue, de saisir les consciences de cette valeur absolue de la dignité humaine? Bien, vous l'avez dit, il a participé au moins 3 fois aux demandes parlementaires pour présenter des mémoires. Fait qu'il en a présenté 2, puis je pense 3. Et son apport, il a été sollicité. Puis là, je dirais, c'est le beau d'une carrière en fin de parcours. Il incarnait, et puis il va incarner encore d'ailleurs à travers la postérité de ses écrits, l'image d'un sage, je dirais, en, en pleine possession de ses moyens à la fin de sa vie. Et c'est pas banal ce que je dis parce que, dans le fond, quand il écrit ou quand il fait ses mémoires, quand il s'adresse aux parlementaires, même pour avoir assisté à ça à quelques reprises, même pour ceux qui seraient plutôt rébarbatifs à l'idée de la dignité intrinsèque, par exemple, on sentait un respect indéfectible. Alors, quand je dis que c'est pas rien, c'est parce que le, c'est difficile de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu. Et du contraire de ce qu'on amène. Alors, il y avait ça dans l'arène politique, pour y avoir participé moi-même, on est capable de voir ça, là. Il y a des gens dont l'idée est arrêtée, puis il n'y a rien à faire. Mais Il le fait imposait le de respect. Thomas de oui, il imposait le respect, effectivement, c'est bien dit, puis c'est ça. Ben, je pense que ça a de la valeur. Peut-être que le discours, pour certains, les atteint pas plus que ça, mais le respect qui est imposé a un- une incidence sur tous ceux qui participent à l'exercice. Bon, une question plus personnelle que j'aimerais avoir en terminant, Louis-André Richard. Vous-même, vous êtes, bon, un philosophe, professeur de philosophie et auteur, dont la pensée et là, je me réfère surtout à votre ouvrage qui bénéficie maintenant d'une réédition, je crois, La Oui, tout à fait. cigogne de Minerve. Oui. Parlez-nous un peu de votre pensée à vous. Quel est le contenu de ce livre et
voyez-vous une influence de Thomas de Coninck dans cette implication et cette réflexion sur la dignité humaine dans le cadre de la modernité des soins de Oui. santé, des soins palliatifs? Oui, tout à fait. Alors l'influence, elle est je peux commencer par ça, c'est indéniable. La distinction que je viens de suggérer, évidemment, je l'ai reprise à mon compte. Nous avions, des amis communs, dont un, Jacques Ricaud, qui est un philosophe français qui est décédé malheureusement aussi cette année, qui était sur le jury de ma thèse. Donc, nous étions quelques intellectuels à partager ces idées de fond en commun. Ben, après ça, les circonstances, c'est que moi, par un ami médecin qui était directeur de la maison Michel Sarrazin à Québec à l'époque, qui est une maison de soins palliatifs. J'ai été amené à faire du bénévolat, non pas auprès des patients, mais auprès des politiques de la maison en tant que professeur de philo. Puis je m'occupais aussi de siéger au comité d'éthique de la recherche et de l'institutionnel. Puis quand est arrivé le débat sur l'aide médicale à mourir, sur le projet de loi, bien, mon ami qui était directeur et qui était médecin de formation a été invité à participer en tant qu'expert avant même la mise en place de la commission parlementaire. Il a été invité à participer en tant qu'expert. Et puis, il est venu vers moi en disant, écoute, c'est pas une question de médecin, ça, c'est une question de philosophe. Euh, Moi, je suis anesthésiste, disait-il. Je suis directeur d'une maison de soins palliatifs, mais est-ce qu'on doit légaliser l'euthanasie? C'est pas une question de médecin. Alors, comme il a eu cette idée brillante et tout à fait juste, ben, il dit, tu vas venir avec moi. Puis c'est parce que je l'ai accompagné dès les premiers moments de la réflexion autour de ça, que c'est même là que j'ai entrepris mes études doctorales, parce que j'ai dit, les gens, je voyais que les gens qui étaient plutôt favorables à l'euthanasie, comme ceux qui étaient contre, les uns comme les autres se réclamaient du respect de la dignité et du respect de l'autonomie. Alors, j'ai pas un prof de philo, c'est du bonbon, là, c'est de trouver. Et c'est comme ça, donc, que je me suis investi là-dedans. Puis, bien entendu, en discutant avec Thomas, en relisant ses textes et tout, il y a une influence certaine. Il y a pas de doute là-dessus. Puis, ben, effectivement, ça a donné lieu à un livre. Et puis, ben, cette semaine-là, ce livre a été est republié en format poche. Je le dis parce que c'est quand même une thèse de doctorat là, qui a été éditée d'entrée de jeu. Et ça a connu une diffusion suffisante pour que on me propose d'en faire une édition format poche. Avec une petite anecdote que je raconte rapidement, parce qu'encore une fois, c'est pas un roman, c'est un essai assez touffu. Mais un jour, il y a un artiste qui m'a écrit en me disant que j'avais rencontré par d'autres circonstances. Il dit, mon papa est décédé de l'aide médicale à mourir. Et il dit, je devais l'accompagner. Je l'aime, mon père. Je respectais sa décision parce que je n'avais jamais vraiment réfléchi aux enjeux de ça. Alors, mais cet homme, cet artiste, il vit à Dubaï, c'est très loin de Sainte-Foy. Et il a écrit à son père, il a parlé par Skype, il a dit, papa, j'achète les billets, puis je vais t'accompagner. Et puis il dit, au moment de prendre l'avion, j'avais les billets dans les mains à l'aéroport de Dubaï. Je reçois un message qui me dit, votre papa est décédé, l'aide médicale à mourir a été devancée. J'ai pas les détails, mais cet artiste m'a écrit après en disant, écoute, j'ai trouvé ça d'une violence inouïe. J'ai de la misère à m'en remettre. Et puis, quelque temps après, il m'a réécrit en disant, je suis un artiste peintre assez célèbre. Là. Il dit, je veux absolument produire une œuvre qui va être dans ton prochain livre. Alors, à l'intérieur de ce livre, il y a une œuvre de cet artiste. Je le souligne parce qu'évidemment, ça fait partie des, je dirais, des bénéfices collatéraux d'une réflexion très fondamentale sur un sujet difficile. Puis de voir, ben, ça change la vie des gens. Donc, ça me pousse et ça me motive à continuer. Puis là, je participe beaucoup au débat français parce qu'ils n'ont pas encore tout voté. Là, fait que j'essaye d'influencer les parlementaires. Et de poursuivre la mission, disons, de la dernière étape de la mission de Thomas de Coninck qui voulait faire valoir la Ben oui. dignité intrinsèque de tout être humain et de sa reconnaissance juridique, évidemment. Louis-André Richard, je rappelle que vous êtes philosophe, professeur de philosophie au Cégep Sainte-Foy, ainsi qu'auteur de ce livre dont nous avons pu discuter brièvement, La cigogne de Minerve. Peut-être aurions-nous l'occasion de nous retrouver pour en discuter plus abondamment. Ah ben, On était réunis pour parler de votre hommage à Thomas de Coninck qui est décédé récemment et de cet hommage écrit que vous avez écrit dans la revue Communio, le plus récente édition. Son titre, L'homme, c'est l'âme, qu'on invite nos auditeurs à aller lire. Alors, Louis-André Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. ben, merci beaucoup de ce moment de conversation fort agréable.
Et dans la deuxième partie du balado de cette semaine, nous avons la chance d'être en compagnie d'Alexandrina Diac. Alexandrina, bonjour. Bonjour Francis. Alexandrina Diac, vous êtes la directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. Donc, vous êtes impliquée dans l'Église catholique et plus précisément dans la formation des prêtres, puisque votre fondation sert à cela, c'est-à-dire fournir les moyens, disons, spirituels, mais aussi matériels qui permettent aux futurs prêtres d'être bien formés dans une société qui bon, est en profonde mutation et qui a un rapport parfois au Québec, on le sait, assez conflictuel bon, à la religion en général et au catholicisme en particulier. On le voit dans son histoire récente depuis ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Mais on vous a reçu parce que vous avez publié un article, qui est une lettre ouverte publiée dans de nombreux médias, dont Libre Média. On peut aller le lire au libre-média.com. Son titre, La laïcité au Québec. Ici, on parlait davantage de vivre ensemble, point d'interrogation. Alexandrina Diac, avant de rentrer dans la substance de votre article, de votre lettre ouverte, mais parlez-nous d'abord peut-être de votre parcours, parce que vous en faites référence dans cette lettre ouverte. Vous venez originellement de Roumanie et vous êtes né dans une Roumanie communiste. Et donc, le communisme, on connaît la sympathie des communistes pour la religion en général et le catholicisme, disons, en Europe. Parlez-nous un peu avez-vous vécu ce communisme-là? Parlez-nous de votre expérience et comment avez-vous vécu votre liberté de conscience et de religion dans ce contexte? Premièrement, avant de me lancer sur la question que tu viens de poser, Francis, j'aimerais quand même clarifier une chose. Oui, le Grand Séminaire de Montréal a au centre du cœur de la formation les sacerdoces, les prêtres, mais le Grand Séminaire de l'Archidiocèse de Montréal, il forme aussi toute personne qui veut s'engager en l'Église ou dans la société. Donc, entre autres, le diaconat permanent, les religieux, les religieuses. Présentement, on a plus de 150 étudiants qui fréquentent nos programmes d'enseignement. On a aussi une affiliation avec l'Université Laval pour la reconnaissance de notre certificat et baccalauréat en théologie. Voilà, pour clarifier un petit peu les choses, parce que sachez que le Grand Séminaire de l'Archidiocèse de Montréal est ouvert à toutes et à tous. Donc, Francis, tu veux prendre des cours de philosophie ou de théologie, tu es bienvenu, suivant de nos parcours. Voilà. Alors, Alexandrina Diac est née dans Roumanie, dans un pays communiste. À l'époque où j'ai réalisé que j'existe, mes parents, vraiment, étaient des catholiques pratiquants, mes grands-parents aussi, mais rapidement, j'ai compris que pratiquer ma foi, c'est pas quelque chose que je vais rendre dans le public ou dont je vais parler en public. Donc, j'ai vécu dans un pays communiste où aller à la messe, ou prier, ou lire des livres qui touchaient la vie des saints, ou la théologie, ou la philosophie chrétienne, c'était défendu. Pour vous donner un exemple, donc, si je vous parle seulement de mon histoire personnelle, au moment où je savais lire, le curé de la paroisse m'a approché pour me prêter des livres, mais c'était des livres qui étaient édités dans une presse clandestine, justement au grand séminaire de mon diocèse. Et c'était vraiment, ces livres étaient publiés là-bas de façon clandestine et ensuite étaient distribués dans le réseau de paroisse, mais de façon vraiment très cachée. Et le curé qui m'a prêté ce livre, j'ai réalisé des années après qu'au moment où il m'a prêté ce livre, il a risqué sa vie. Il a risqué la prison, il a risqué sa vie. Donc, ça faisait en sorte qu'on oublie la liberté d'expression, de conscience, tout ça. Et mes parents écoutaient en cachette Europe Libre, pour vous dire, donc on n'avait pas le droit de dire ça à l'école. Donc, voilà un petit peu des exemples classiques, pour ne pas dire que l'Église catholique, gréco-catholique roumaine était considérée illégale, il s'est fait confisquer tous les biens. Et aussi, il y avait des évêques donc, qui ont refusé justement cette fait de l'État et qui ont été rapidement emprisonnés, torturés, tués. Et donc, au moment, donc, ce que j'ai compris de ma jeune enfance, c'est que dès que l'État
touche la liberté d'expression, la liberté de conscience, il n'est plus au service du peuple. Voilà. Donc, on voit que certains ont payé le prix fort de leur résistance et de leur fidélité à leur conscience. Donc, c'est un peu ce qu'on retient ici. Et là, ben, sur cette expérience, non pas que vous faites nécessairement un parallèle direct entre cette, cette société communiste qui emprisonne et qui torture, mais vous décelez dans la situation actuelle une certaine réticence à cette liberté même qui s'exprime de manière peut-être plus sournoise. Quelle est votre vision justement de la laïcité en général telle qu'elle est vue et appliquée depuis avec les nouvelles lois au Québec? Quel est votre jugement? Comment est-ce que vous voyez? Quelle est votre interprétation? A-t-on affaire dans ce cas-ci à des restrictions exagérées au droit à la liberté de conscience et de religion selon vous? Je ne vous cache pas que depuis que je suis arrivée ici au pays, j'ai été vraiment étonnée par rapport à répulsion envers la religion catholique, malgré ses belles réalisations et la contribution à la base de la société québécoise, dont on profite aujourd'hui de tous ces bienfaits. Et j'ai creusé beaucoup, j'ai lu énormément, et d'ailleurs je suis étonnée qu'on ne trouve pas ça dans nos livres d'histoire. Toute la contribution des communautés religieuses et de l'Église en général à la société dont tous les Québécois, peu importe leurs croyances, bénéficient aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à suivre ça avec intérêt parce que je voyais vraiment un petit danger là-dedans. Donc, ça a commencé. J'ai lu pas mal d'interventions publiées notamment par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec qui sensibilisaient justement par rapport à cette laïcité qui peut tourner dans quelque chose qui est contre les valeurs de notre société. Et donc, je voyais que ça, de plus avec ce renforcement de la laïcité, tous ces projets de loi-là, je ne vous cache pas que j'ai commencé à m'inquiéter davantage. Alors, c'est par rapport à cette réflexion-là, et bien sûr, avec tout mon vécu, où je vois que l'État, quand il force la note, ils peuvent dérailler et aller dans quelque chose qui n'est pas souhaitable. C'est tout simplement, c'est un cri de cœur pour défendre la démocratie, défendre le droit de la personne, défendre le droit d'expression et de conscience. Voilà, c'était pour cette raison-là. Et pour mettre aussi la table sur le panel on a eu justement le samedi passé ici au Grand Séminaire de l'HTCC Montréal sur la laïcité. Oui, c'est ça, on va en parler de ce panel-là, puis on peut déjà inviter les auditeurs à aller visionner l'ensemble des interventions qui ont été faites et qui est disponible sur la chaîne YouTube de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. Mais Alexandrina Dillac, pour revenir à votre intervention écrite, j'aimerais, peut-être vous demander comment, selon vous, parce que justement, ce qu'on décèle derrière les différentes restrictions qui sont faites, qui ont été ajoutées récemment par les lois sur la laïcité au Québec, en quoi en quoi ces restrictions-là, finalement, vont nuire au dialogue, vont nuire disons, au bien commun et au vivre ensemble. Parce que c'est justement ce qu'on prétend. On prétend que la laïcité telle qu'elle est appliquée, les différentes restrictions, par exemple les manifestations à caractère religieux dans les rues et tout ça, on prétend que c'est ces restrictions-là qui permettent le vivre ensemble. Mais vous prétendez le contraire. Pourquoi, en quoi, justement, l'expression publique dans les rues de la religion est-elle, facilite-t-elle et est-elle un apport positif au vivre ensemble? Premièrement, sachez que mon titre n'était pas du tout original parce que justement, dans les publications des assemblées des évêques, souvent le mot « vivre ensemble » sortait. Et donc, c'était qu'un leitmotiv, enfin, depuis 2013, c'est quasiment un leitmotiv. Donc, l'assemblée des évêques utilise ce slogan-là « vivre ensemble », en lien avec la laïcité. Pour moi, l'État, en fait, j'ai rien contre la laïcité de l'État, mais pas l'effacement des convictions religieuses de l'espace public. Donc, il faut pas. Pour moi, la laïcité signifie que l'État doit servir tous les citoyens, institutions, regroupements avec justice et impartialité.
La neutralité de l'État ne devait pas exiger la neutralisation des personnes. Donc, dans une société où tous les citoyennes doivent penser pareil, pratiquer les mêmes... Donc, c'est en fait, la laïcité ne doit pas devenir un nouveau culte. Il faut qu'elle soit au service du peuple, dans son pluralisme, dans sa diversité, et ça prendre partie prenante, et sans non plus pénaliser une certaine minorité. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Surtout, je crois profondément que c'est pas par l'obligation ou par la force qu'on va réussir quelque chose, mais c'est plus par le dialogue, l'écoute, le respect, et surtout le respect de la dignité de la personne. Parce qu'on voit, bon, concrètement, et c'est certains témoignages dans la conférence du panel, justement, qu'on peut aller voir sur la chaîne YouTube. On a des témoignages directs de demandes qui ont été faites, par exemple, de processions qui ont déjà été refusées. Donc, la nouvelle loi sur la laïcité a déjà été interprétée par certains fonctionnaires municipaux, ont déjà été interprétées comme une impossibilité de faire des processions religieuses aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a en ce moment une espèce de flou juridique et qui doit être clarifié. Et bon, peut-être que le panel qui a eu lieu au Grand Séminaire de Montréal samedi dernier pourra éclairer certaines personnes sur la situation actuelle. Mais revenons justement sur ce panel, puisque vous l'avez organisé. Parlez-nous un peu de son intention première, puis comment avez-vous vécu cette journée? Mais premièrement, sachez qu'ici à la Fondation de Grand Séminaire et au séminaire, nous on essaie de créer des espaces de dialogue et aussi un espace où la pensée critique reste toujours. Je dis toujours, malgré l'intelligence artificielle, la meilleure compétence qui sera cherchée sur le marché, c'est la pensée critique. Alors nous, on est en train de former des philosophes qui seront probablement très appréciés dans les prochaines années. Donc, l'idée, c'était, donc il y en a eu énormément de débats, mais pas tant que j'aurais souhaité honnêtement au niveau de la laïcité. Et d'ailleurs, même ma lettre ouverte a été quand même publiée par certains journaux, mais je dirais qu'elle n'a pas attiré l'attention que j'aurais souhaité, surtout ici sur l'île de Montréal, où on vit cette pluralité. Peut-être en extérieur, il n'est pas tout à fait accentué comme à Montréal. Donc, l'idée, c'était justement de créer cet espace de dialogue sur une question qui préoccupe la société. Et l'idée, c'était pas de vendre quoi que ce soit une idéologie, c'était tout simplement de se questionner qu'est-ce que cette loi apporte et comment nous, on peut la vivre, si on peut dire comme ça, là, on peut l'interpréter pour quand même vivre ensemble. Mais aussi, ce qui est sorti d'ailleurs de cette panel-là, c'était intéressant, c'est que souvent, les fonctionnaires n'interprètent pas bien la loi au moment où ils refusent les manifestations publiques, justement, de la foi, entre autres les processions ou des activités religieuses, etc., comme la fête Dieu ou d'autres. Alors, c'était un endroit tant de partage, de réflexion diversifiée. C'était aussi un endroit de clarifier certaines choses. Je vous dis, Monseigneur Lépine m'a demandé le contact de Jean-Christophe, qui est un politicien, et aussi un nombre de fois, pour ensemble qu'ils puissent comprendre davantage tous les nuances de la loi. On sait très bien que des fois, la loi peut être interprétée de façon différente. Vous faites mention de Jean-Christophe Jasmin, justement, qui est directeur pour le Québec de l'Institut Cardus, qui était présent et qui a vraiment déployé un peu la genèse et la lettre de la loi et comment elle doit éventuellement être appliquée maintenant, puisqu'elle fait, elle est une loi actuellement. Et donc, cette loi-là doit être interprétée, mais elle doit être aussi, entre guillemets, revendiquée, puisque si elle n'est pas revendiquée par les différentes églises, paroisses et compagnies et toute religion, ce droit-là n'entrera pas dans la culture, n'entrera pas dans les mœurs. Et donc, finalement, on va se ramasser avec un appauvrissement, un assèchement culturel au Québec suite à ça. Et donc, la meilleure façon de faire en sorte que la loi, ces effets collatéraux négatifs de la loi ne soient pas effectifs, il faut faire en sorte que chacun, de son côté, revendique son droit inaliénable à exprimer
disons, ses croyances publiquement. Oui, c'est un bon point, Francis. D'ailleurs, ce que je retiens justement, c'est de ne pas céder ce droit-là, de ne pas tomber dans la normalité. Donc, et d'aller vérifier vraiment ces articles de la loi pour s'assurer qu'on soit aussi protégé par cette loi-là. Parce que la loi, d'une certaine façon, protège, d'une certaine façon, nos avantages, comme toute loi, il y a des avantages, des désavantages. Mais celui-là, ça peut mal tourner s'il est mal interprété et aussi si l'État décide de renforcer certaines choses et de pénaliser certaines minorités, entre autres les chrétiens. Aussi, ce que je retiens de panel, c'était aussi le fait que cette laïcité, ça donne aussi l'opportunité des communautés de foi de travailler ensemble, de collaborer davantage. Et aussi, on avait justement Marie-Claude Lalonde qui nous a présenté la situation de la persécution des religions dans le monde. Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de l'aide à l'Église en détresse. On avait déjà eu au balado l'occasion de recevoir son directeur adjoint pour parler justement d'un rapport sur la liberté religieuse. Donc, elle a pu dresser un portrait de cette liberté de conscience et de religion un peu partout dans le monde et nous dresser un portrait assez négatif, mais dans lequel s'inscrit malheureusement peut-être aujourd'hui le Canada. C'est sûr que dans notre démocratie, écoute, je vais partager quelque chose de personnel. À l'époque où je travaillais pour la Fédération des chambres de commerce, on a eu Lac à l'épaule où un des anciens VP de la Banque nationale nous a fait une présentation qu'à l'époque, ça m'a choqué. C'est qu'il nous présentait vraiment la carte de la démocratie au monde. Et là, il nous disait, à un moment donné, il va falloir se battre pour cette démocratie, il va falloir s'armer. Je les regardais, je dis, de quoi il parle? On est au Canada. Mais regardez, c'est ça qui se passe aujourd'hui, parce qu'en fait, dès qu'on perd des points au niveau de la démocratie, ben, ça veut dire qu'on s'oriente vers le totalitarisme. Donc des régimes qui, c'est clairement, vont affaiblir l'expression de la foi ou des convictions religieuses. Donc en général, dans les pays où les régimes sont totalitaristes ou communistes, on a vraiment des difficultés avec l'expression de la foi et de la conscience religieuse, etc. Donc, voilà. Donc, ça aussi, ça a été enrichissant de réaliser comme tant dans le monde, de plus en plus, l'expression de la foi est pénalisée et donc qui risque de dérailler même chez nous si on ne prend pas position et si on ne réagit pas en conséquence. Donc, raison de plus de débattre, de dialoguer. Mais tout doit se faire dans le dialogue, dans l'écoute et dans le respect. Et justement, c'est le panel lui-même a permis de voir cela en pratique et en acte, pourrions-nous dire. Donc, est-ce que, justement, selon vous, par exemple, l'archidiocèse de Montréal, c'est ce qu'on apprend à la fin de ce panel et de sa captation, l'archidiocèse de Montréal attend. Là, vous n'êtes pas nécessairement directement lié à l'archidiocèse de Montréal, mais en tant que catholique, peut-être votre opinion là-dessus, l'archidiocèse attend toujours la réponse pour avoir la permission de faire la procession de la Fête-Dieu, procession qui est dans les mœurs de l'Église catholique au Québec depuis toujours. On a même cette célèbre fresque de Jean-Paul Lemieux où on voit la procession de la Fête-Dieu dans la Côte de la Montagne à Québec et donc qui fait partie du patrimoine québécois, canadien, français depuis toujours. Et là, on se rend compte qu'éventuellement, cette permission n'est pas encore accordée. Donc, peut-être qu'il y a des tractations qui se font dans les corridors, mais si jamais on arrivait à l'interdiction de la Fête-Dieu cette année, comment réagiriez-vous? Est-ce que vous, en tant que catholique, comment est-ce que vous vous positionneriez devant tel refus? Mais premièrement, sachez que pour la Fête de Dieu, pour avoir travaillé dans une autre vie pour le diocèse de Montréal, même par le passé, on avait besoin de l'autorisation de la municipalité pour organiser cette fête-là. Donc ça, à ce niveau-là, ça ne change pas beaucoup. Par contre,
La loi maintenant met à la discrétion du fonctionnaire. Donc, si on a un fonctionnaire qui est peut-être pas très favorable à l'Église catholique et qui interprète mal la loi, ils peuvent refuser cette manifestation de la foi au cœur de Montréal, organisée par le diocèse de Montréal. C'est une super belle fête. Je pense que cette fête attire même des touristes un peu de partout. Donc, ça peut même être au détriment de Montréal et même de la vie touristique. C'est une belle fête. Moi, je participe presque tous les ans. Et c'est dans la joie, c'est dans le respect, c'est dans le silence et avec des beaux bougies. Donc, c'est une manifestation, je dirais, justement d'espérance. Moi, je le vois comme ça, de lumière et d'espérance. Mais oui. On parle d'une procession qui part de la cathédrale Marie-Reine du Monde. Donc, on est vraiment au centre-ville, entre le Centre Bell et le Reine-Élisabeth. Et donc, on marche dans les rues sur Sainte-Catherine avec tout ce que ça comporte. Je pense qu'il y a des vidéos sur la chaîne YouTube du diocèse de Montréal qui présentent un peu pour ceux qui veulent se figurer ça. Et qui ressemble énormément de monde. Exactement. Donc, mais on a affaire à vraiment une procession religieuse dans un climat. Et comme vous qui avez déjà participé, est-ce qu'il y a déjà eu des violences? Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions, disons, contraires ou des insultes? Ou ça se fait globalement? Même ceux qui passent dans les rues, les passants, tout ça, ils voient ça d'un bon œil, peut-être même avec curiosité. Bonne question. Bon, pour revenir à votre première question, donc si moi, premièrement, je ne pense pas que la municipalité va refuser cette manifestation-là. Si elle le fait, ça va être à l'archevêque de Montréal de défendre ses droits et d'aller chercher justement tous ces aspects à la loi pour protéger. Je pense que davantage, nous devons continuer nos manifestations justement pour garder notre place dans la société et et notre liberté, je dirais, d'expression. Et quand j'ai participé à la fête de Dieu, j'ai pas eu vraiment de... C'est sûr que des fois, les gens te regardent un peu de façon particulière. J'ai pas été témoin de violence. Par contre, au chemin de la Croix, à un moment donné, c'est le syndicat qui est venu faire un peu de bruit autour de la basilique Notre-Dame. Mais ça, par contre, j'ai admiré beaucoup Monseigneur Lépine et la foule qui a gardé leur calme. Là. Et ils ont comme pas vraiment fait attention à ces gens-là qui étaient là pour revendiquer des droits et pas à la bonne place, pas au bon moment. Voilà. Alors, c'était le syndicat de la basilique Notre-Dame qui faisait un peu de bruit, donc c'était pas vraiment le public. Voilà. Sinon, j'ai pas été témoin de violence. Donc, on a affaire véritablement à quelque chose de pacifique et qui s'insère bien là, dans la culture. En effet, de toute façon, la police est aussi là pour assurer une sécurité. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de passer pour une autorisation de la municipalité pour aussi prévoir tout ce cadre sécuritaire, parce que ça peut être toujours des gens qui pensent un peu plus de façon différente et qui peuvent se manifester de façon peut-être violente. Mais j'ai jamais été témoin de tout ça, malgré des années de participation. Donc, on a affaire véritablement à... Bon, on attend la réponse, on est en train de spéculer, mais il y a quand même un cadre législatif et une application de la nouvelle loi qui doit être faite. Et donc, on va se tenir au courant ici au Libre Podcast. En terminant, Alexandrina Diac, pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur les différentes formations et services qu'offre le Grand Séminaire de Montréal, comment doit-on s'y prendre? Premièrement, le Grand Séminaire de Montréal offre un majeur en philosophie. Donc, si vous êtes des accros de la philo, n'hésitez pas à venir étudier auprès de nous comme étudiant libre, parce que la formation en philosophie est destinée surtout aux sacerdotes, mais on accepte toute personne qui est intéressée par les formations données. On a un baccalauréat en théologie et des certificats pour le diaconat permanent, des certificats pour les catéchètes, les agentes pastorales. Et le baccalauréat en théologie est destiné à la prêtrise, mais aussi à toutes les agents pastorales qui veulent avoir ces diplômes-là. Et beaucoup de nos alumni, si je peux dire ça, ils travaillent comme aumôniers dans les hôpitaux, aumôniers dans l'armée, entre autres. Et ils ouvrent dans beaucoup de communautés qui sont peut-être pas religieuses, mais qui contribuent au bien de la société auprès des gens vulnérables. Alors, pour conclure, j'aimerais quand même vous dire que je crois
qu'on doit toujours demeurer vigilant lorsque l'État commence à définir de manière un peu trop étroite ce qu'on peut exprimer dans le public ou voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut rester toujours vigilant, mais rester quand même déclencher des opportunités de dialogue là où nous sommes et soyons toujours des vecteurs de paix et d'espérance. Alexandrina Diac, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal et nous étions réunis pour parler de votre lettre ouverte publiée dans nombreux médias, dont celui de Libre Média, disponible au libre-media.com pour parler de cette laïcité, de sa correcte interprétation, celle favorisant le vivre ensemble. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Francis. Et pour plus d'informations, visitez fgsm.org, notre site web où vous avez toutes les informations. Merci encore et bonne fin de journée. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique. Vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Vous êtes bien évidemment invités à vous abonner sur le site de Libre Média ou libre-media.com. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.